Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve là sur le plateau d'AgriWeb TV en direct du Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine, au cœur de la Foire internationale de Bordeaux. Je suis heureux d'accueillir sur ce plateau pour parler du carbone, une nouvelle source de revenus pour les agriculteurs. Voilà le titre de ce débat. Sur ce plateau, autour de la table, nous avons Arnaud Lemeur. Bonjour Arnaud. Vous êtes développeur de projets carbone. C'est bien ça. Tout à fait. À la coopérative Carbone La Rochelle. À côté de vous, Antoine Goubin. Bonjour Antoine. Bonjour. Donc vous êtes chef de service agro-environnement à la direction de l'agriculture à la région Nouvelle-Aquitaine, c'est bien ça? Tout à fait. Parfait. À côté, un agriculteur, c'est normal, on est sur le salon de l'agriculture. D'ailleurs, vous avez des bêtes là qui sont en concours derrière nous, des Primolstein, puisque vous êtes éleveur de Primolstein en Dordogne. Et vous êtes surtout un agriculteur engagé dans un programme bas carbone. Bonjour Pierre Vessy. Oui, bonjour, c'est ça. Et à côté, nous avons Johan Fontenot. Vous êtes à l'ACLENA. L'ACLENA, c'est Association Carbone Climat Environnement Nouvelle-Aquitaine. Bonjour, c'est ça. Merci. Donc là, on va parler du carbone. Bien sûr, l'une des premières questions sur le carbone, le marché du carbone et le label bas carbone. Mais qu'est-ce que le marché carbone? Johan, peut-être que vous pouvez répondre à cette question. Oui, je vais essayer de répondre. Après, on pourra se compléter. Mais le marché du carbone est un marché qui est en train de se développer à l'heure actuelle. Il existe deux types de marchés, un marché obligataire et un marché volontaire. Et on s'aperçoit que ça peut être une opportunité de financement pour l'agriculture du côté du marché volontaire pour des entreprises contributrices qui pourraient vouloir compenser leurs émissions en achetant des tonnes de carbone économisées par les fermes agricoles. Et je pense qu'Arnaud, si tu peux compléter, parce que tu en sais beaucoup plus que moi. Allez-y, n'hésitez pas sur ce marché du carbone. Oui, merci. Je pense que tu as très bien fait d'introduire la notion de différenciation entre le marché obligataire et volontaire. On est vraiment ici sur le marché du crédit carbone volontaire. Et comment est-ce que ça s'organise? Eh bien, en fait, on vient financer des projets via la vente de crédit carbone. Et un crédit carbone, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une tonne de CO2 équivalent qui va être évitée, réduite ou séquestrée dans un projet. Donc, dans le cas d'une exploitation agricole, évidemment, on peut avoir une partie réduction d'émissions, que ça peut être directement sur les émissions directes, le carburant, les engrais azotés, etc. Et on va aussi avoir toute une partie séquestration carbone, la séquestration carbone dans les sols agricoles, évidemment. Très bien, ça nous permet un peu de rentrer dans le vif du sujet, mais quelle place, quel rôle l'agriculture peut-elle occuper dans ce marché? Je me permets de vous relancer un peu, Johan. L'agriculture, c'est l'un des rares secteurs, en fait, finalement, à être acteur dans... Comme beaucoup de systèmes, l'enjeu du carbone va être un enjeu majeur sur les 30 ans qui viennent. L'agriculture est pointée du doigt sur ses émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, aujourd'hui, au Salon de l'Agriculture, nous avons des vaches Primolstein et on sait qu'elles produisent du méthane par digestion entérique et ça génère des gaz à effet de serre qui réchauffent la planète. Donc l'agriculture a souhaité se prendre en main et développer des actions pour réduire son empreinte carbone. Et on s'aperçoit que l'agriculture maintenant peut réellement apporter des solutions aussi, puisque au-delà de la réduction de l'empreinte carbone, par exemple sur les animaux, on a aussi des capacités de séquestration du carbone dans l'environnement des fermes, que ce soit les prairies, les haies ou tout système agroécologique qui permet de séquestrer du carbone. Effectivement, mais ce bas carbone, il est visible pour les acheteurs, peut-être plutôt Arnaud, est-ce que vous pouvez les consommateurs, comment on voit ça? Il y a un label, comment c'est visible si on veut faire un acte un peu, j'allais dire, écologique, si on peut le permettre? Alors comme je vous expliquais, tout le marché du carbone volontaire passe par l'achat et la vente de crédit carbone. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un marché qui est de gré à gré entre un acheteur et un porteur de projet, en l'occurrence un exploitant agricole, et que pour mettre un petit peu de cadre à tout ça, il est vraiment recommandé de passer par des projets qui ont été labellisés. Donc il y a des labels qui ont été mis en place, il y en a plusieurs qui existent. On a notamment en France la chance d'avoir le label bas carbone, qui a été lancé en 2017-2018, et qui permet... Je suppose qu'il y a un logo pour qu'on... Il y a le label bas carbone, a un logo bien identifiable, vous pourrez aller voir sur leur site internet, et il est bleu, il est magnifique. Mais ce qui permet surtout, c'est qu'au-delà d'un logo,
le label vient cadrer la façon dont on peut mener un projet bas carbone et vient cadrer la façon dont on va venir calculer les réductions d'émissions et la façon dont on va venir les contrôler à terme. Et donc ce label, il permet de générer de la confiance entre un acheteur de crédit carbone qui va être certain finalement de la qualité du projet qu'il est en train de financer et de l'autre côté, instaurer également de la confiance au niveau de l'exploitant agricole parce qu'il sait qu'il s'engage dans un programme qui est cadré avec un label et des normes bien précises. On parle des exploitants agricoles, mais il y a aussi les entreprises qui s'investissent dans le bas carbone, c'est bien ça? Qu'est-ce qu'il existe? Il y a un intérêt véritable là-dessus? Alors il y a un intérêt véritable et qui plus est croissant pour ce marché. Alors pour les entreprises, mais pour les organisations en général, ça peut tout aussi bien être des collectivités ou même des particuliers, des associations, qui souhaitent s'investir et qui souhaitent soutenir finalement des projets bas carbone. Alors aujourd'hui, votre question, c'est un petit peu pourquoi est-ce qu'ils le font, pourquoi est-ce qu'ils se lancent dans cette démarche-là. Alors, il y a plein de bonnes raisons finalement de se lancer dans une démarche de soutien financier à des projets bas carbone. La première, c'est de bien comprendre que si on veut atteindre nos objectifs climatiques, que ce soit à l'échelle territoriale, nationale ou internationale, il y a deux façons de procéder. Il y a deux leviers. Il va falloir, réduire drastiquement nos émissions d'un côté, et de l'autre côté, il va falloir augmenter nos puits de carbone au niveau de notre territoire, qu'il soit régional, international ou même national en France. Et donc finalement, en tant qu'institution, entreprise, vous pouvez décider de réduire vos émissions, et ça c'est essentiel, mais vous pouvez également décider d'accompagner d'autres acteurs sur le territoire à réduire leurs propres émissions, ou alors aider certains de ces acteurs à venir stocker du carbone, ce que vous ne pouvez peut-être pas faire vous-même dans votre entreprise ou dans votre chaîne de valeur. Donc il y a vraiment une notion de participation à l'effort national et international collectif. Et puis après, on a des gens qui sont aussi des personnes engagées et qui ont envie d'effectuer finalement une action vertueuse et d'engager leur entreprise et leur société dans une action vertueuse, et donc de venir soutenir des projets, alors idéalement, nous, on aime à dire de territoire, localement, mais ça peut être aussi des projets, finalement, ailleurs dans le monde, pour inscrire leur entreprise dans une démarche vertueuse. Mais est-ce qu'elles ont une certaine obligation? Elles le font d'elles-mêmes? Vous avez dit c'est une démarche vertueuse, mais est-ce que parfois aussi il y a des règles qui les obligent un peu à aller et à attendre dans des projets bas carbone? Alors aujourd'hui, sur le marché du carbone volontaire, on est vraiment sur un marché où il n'y a pas d'obligation. C'est bien ça le principe et la définition même du marché volontaire. Après, on a quand même eu un engagement de certaines structures, de certaines filières qui se sont donné des objectifs à court, moyen et long terme de décarbonation de leur entreprise, de leur filière, de leur secteur d'activité. Donc au-delà de l'obligation réglementaire, ils ont des objectifs qu'ils ont pu poser pour finalement être en ligne avec une trajectoire bas carbone qui a été posée par leur filière ou qui a été posée par l'État. Et donc finalement, participer au financement de tels projets, ça s'inscrit totalement dans cette stratégie-là. Vous vouliez rebondir, Johan? Oui, c'est pour rebondir sur ces objectifs-là. L'objectif de l'agriculture, c'est de baisser de 50% ses émissions nettes de carbone d'ici 2030. Donc il y a un réel travail qui est à faire et il y a une mobilisation de l'ensemble des acteurs agricoles pour répondre à la méthode label bas carbone, qui est quelque chose qui est très structuré. Donc par rapport à ça, le premier des travaux, ça a été de créer des outils de diagnostic bas carbone pour les exploitations agricoles. Donc là, on a des instituts techniques nationaux qui ont travaillé sur ces programmes-là et qui ont mis en place des outils de diagnostic. Et après, par exemple, nous, au niveau d'Aclena, au niveau de Nouvelle-Aquitaine, il a fallu qu'on forme et qu'on fasse monter en compétence les conseillers agricoles pour qu'ils puissent réaliser ces diagnostics, qu'ils les maîtrisent bien et derrière, qu'ils soient en capacité aussi d'accompagner les agriculteurs à la mise en place des leviers de réduction de l'empreinte carbone. Et à l'heure actuelle, au niveau de Nouvelle-Aquitaine, nous avons à peu près entre 70 et 80 conseillers qui sont formés à ces enjeux carbone. Antoine? Oui, il ne faut pas oublier qu'il y a les obligations réglementaires, mais aussi c'est une demande sociétale croissante. Donc les entreprises ont aussi tout intérêt aujourd'hui pour continuer à avoir leurs clients que de s'inscrire dans ces démarches-là avec le fameux logo dont vous parliez tout à l'heure, mais qui prouve bien aux acheteurs finaux, aux consommateurs, que tout ça s'inscrit dans une démarche globale de réduction de l'empreinte carbone. Et encore une fois, chose qui est de plus en plus demandée par la société aujourd'hui.
C'est vrai que c'est un problème sociétal, on entend de plus en plus parler de carbone, de décarbonisation, aussi bien dans les médias, dans l'actualité, et il y a toute une démarche là-dessus. Vous vouliez réagir encore, Arnaud Lebeur? Oui, parce que nous, à la coopérative Carbone, en étant en contact avec beaucoup finalement d'investisseurs, on se rend compte qu'il y a la notion carbone, mais pas que. C'est-à-dire qu'effectivement, quand une entreprise ou une entité vient investir dans un projet de réduction ou de captation carbone, ils viennent aussi regarder à côté tout ce qu'on appelle les co-bénéfices, c'est-à-dire finalement tous les autres gains environnementaux qui peuvent être liés au projet qui est mis en place. Ça peut être sur de la biodiversité, ça peut être sur finalement le sujet de l'eau. Et ça, c'est très prégnant aussi au sein des entreprises de dire oui, on vient financer du carbone, mais pas que. Et les projets carbone, très souvent, ils ont plein d'autres co-bénéfices. Et ça, c'est une demande de plus en plus forte et très croissante que nous, on perçoit à la coopérative carbone chez les investisseurs, de dire, OK, faisons des projets qui permettent d'améliorer cette cause, mais qui prennent en compte aussi, pas que le carbone et d'autres critères. Il y a une économie autour. On parlait des projets, ils sont souvent locaux. Peut-être que vous pouviez dire un mot, Johan, là-dessus, sur cette localité des projets. C'est essentiel souvent. Oui, donc comme je vous ai dit, on a à peu près 80 conseillers qui sont formés dans les 12 départements de Nouvelle-Aquitaine. Et par exemple, on a répondu à un dernier appel à projet bas carbone. Et donc, on a 102 agriculteurs de Nouvelle-Aquitaine qui se sont engagés. Pierre fait partie d'un de ces agriculteurs qui se sont engagés. Donc depuis, les conseillers ont réalisé les diagnostics dans chacune des fermes. Et là, c'est le travail de mise en œuvre de réduction de l'empreinte carbone sur les fermes. Et l'objectif, c'est bien d'obtenir la labellisation de ce projet bas carbone pour pouvoir présenter les économies de gaz à effet de serre, les tonnes économisées de CO2 et pouvoir les monétiser sur le marché volontaire du carbone pour que derrière, il y ait un retour financier qui soit fait aux agriculteurs qui mettent en place des pratiques vertueuses dans leur ferme. Pierre, justement, vous êtes agriculteur, on est sur le salon de l'agriculture, heureusement qu'on reçoit des agriculteurs. J'allais vous demander, vous faites partie des 102 agriculteurs qui sont labellisés bas carbone. Pourquoi avoir fait cette démarche aujourd'hui? Expliquez-nous un peu votre exploitation. Donc vous êtes éleveur en Dordogne et c'est des vaches Primolstein, donc c'est du lait, comme on dit. Oui, voilà. C'est Gaëc du Grand Maine, à Beaumont du Périgord, en Dordogne. On a une centaine de vaches laitières avec mon fils et on a des noyers, une culture de noyers sur 8 hectares. L'objectif, le premier objectif, c'est toujours l'anticipation de ce qui va se passer dans les futures années dans le fonctionnement de l'exploitation. Et depuis 4 ou 5 ans, on est de plus en plus touché et sensibilisé par le changement climatique et le changement sociétal. Donc, une exploitation se gère toujours à moyen terme et la notion de carbone nous est apparue depuis 2018-2019 et l'anticipation de la gestion de l'entreprise, c'est qu'est-ce qui va se passer sur le carbone. On nous a présenté le diagnostic carbone, les intérêts économiques. Et là, j'ai proposé à mon fils, mais il faut qu'on s'engage parce que c'est sur du long terme, c'est pas sur du court terme. Donc on a fait le label Cap 2R qui est spécifique, un peu plus spécifique sur l'élevage, mais qui nous engage pour les 5 prochaines années. On l'a fait en 2021 avec des engagements sur les cultures, avec des engagements sur des changements de pratiques dans l'élevage. Et en troisième partie sur la mise en place d'une unité de méthanisation qui va commencer maintenant. Et comment ça se passe concrètement? Donc là, devant vous, il y a un diagnostic, c'est bien ça? Donc c'est les conseillers en agriculture de votre chambre qui sont venus? Comment ça se passe? Comment se fait cet accompagnement? Vous, la démarche, elle vient de vous? C'est vous qui avez contacté les conseillers ou justement... Alors, on a demandé, par l'intermédiaire de notre entreprise laitière, la coopérative Sodial, on est rentré dans un projet collectif qui a mis en route tout le système avec l'intervention du conseiller. On a fait un bilan sur 2020 de toutes nos émissions, donc début 2021.
avec entrée-sortie, intrant, enfin tout ce qui pouvait provoquer des émissions de carbone, et essayer de faire un plan sur 5 ans pour réduire ces quantités. Alors on est donc en 3e année, on n'a pas fait d'étape intermédiaire, mais l'objectif c'est de réduire entre 1000 et 1300 tonnes de carbone au bout des 5 ans par an. Ça paraît beaucoup comme chiffre, c'est assez important. Non, mais plus concrètement, comment vous faites pour réduire ces émissions ? Alors c'est beaucoup parce qu'on s'engage sur un programme à long terme. Le plus rapide, c'est le changement dans les cultures. On a réintroduit une vingtaine d'hectares de luzerne qui sont beaucoup moins gourmandes en émissions de carbone, puisqu'il n'y a pas de travail du sol, il y a beaucoup moins d'utilisation de fuel. Dans un deuxième temps, on change les pratiques d'élevage. On diminue l'âge au vélage parce que ça veut dire moins d'animaux. Et à partir du moment où il y a moins d'animaux et les jours productifs par animaux sont plus nombreux, donc sur une vie d'une vache, on se retrouvera avec beaucoup moins d'émissions de carbone. Et ramener au litre de lait, on descend en dessous de... Alors c'est des chiffres techniques, mais on descend en dessous de 0,9. Et par rapport à un système avec des vélages, par exemple, à 30 mois, où on est au-dessus de 1. On réapprend un peu son métier, finalement. On est obligé de revoir un peu ce que vous avez appris peut-être lors de votre formation au lycée agricole. C'est totalement nouveau, quoi. Là, c'est une autre approche. Mais c'est contraignant ? Non. C'est juste de l'adaptation et qui est un peu longue. C'est-à-dire que pour faire véler une génisse à 24 mois, qui ne pose aucun problème technique, il y a juste qu'il faut changer un peu l'alimentation, il faut avoir un suivi beaucoup plus précis de l'alimentation, des croissances maîtrisées, mais c'est tout à fait faisable, sauf qu'il faut plusieurs années pour le réaliser. Et à la fin du projet, pour vraiment transformer l'essai et diminuer l'achat des intrants, on est sur un projet de mise en place d'une méthanisation. Les travaux sont commencés. Alors ce n'est pas une micro-méthanisation, ça reste une installation individuelle à taille intermédiaire avec majoritairement des effluents d'élevage, qui nous permet d'économiser 70% à peu près des achats d'engrais, azote, phosphore, potasse, et qui diminue les émissions de méthane du fumier exposé à l'air libre, quoi. Donc on voit, vous avez toute une démarche, mais c'est une démarche un peu sur long terme, vous le disiez, c'est sur 5 ans. Justement, j'allais reposer une question sur ces types de projets qui émergent, Johan, en Nouvelle-Aquitaine. Vous pouvez nous faire un peu un portrait ? Les projets sont très variés, c'est l'ensemble des filières qui s'engagent, de la grande culture, la viticulture, donc les élevages bovins, viande et laitiers aussi. Les outils sont en train d'être habilités pour les fermes ovines et les fermes caprines. Donc on voit bien que la dynamique est lancée en agriculture. On a, comme je vous dis, les objectifs sont importants. Donc l'objectif, c'est bien que dans chacune des fermes, on puisse apporter un conseil technico-économique pour prendre en compte cet enjeu carbone. Comme l'a dit Pierre, quand il a été formé au lycée agricole, ce n'était pas quelque chose qui était pris en compte. Et maintenant, on se rend bien compte qu'il y a cet enjeu du changement climatique qui est là, que l'agriculture va devoir faire des efforts pour diminuer son empreinte carbone et que ça passe par un accompagnement technique qui est fort. Mais c'est bien l'ensemble des filières agricoles qui vont s'engager là-dedans. Et l'objectif, c'est vraiment de se dire que
l'agriculture soit aussi une solution pour ce changement climatique, parce qu'on a des capacités de séquestration et de co-bénéfices, comme l'a répété Arnaud, sur des enjeux de biodiversité, de qualité de l'eau. Et voilà, c'est une modification des pratiques, c'est une adaptation des fermes agricoles, mais on a bien la volonté d'emmener l'ensemble des filières et des modèles de production sur ces enjeux-là. Pierre, on vous critique souvent, on dit que vous êtes des pollueurs, agriculteurs pollueurs, etc. Bon, la critique, vous l'essuyez, mais vous avez réagi, vous vous adaptez, hein, c'est un peu ce qu'on voit en fait, finalement, à travers ces exemples. Mais je crois que la critique est facile. La situation de l'agriculture est beaucoup plus compliquée et beaucoup plus complexe que de simples attaques sur ce... Il faut arrêter de penser que notre rôle, c'est que de polluer. Malheureusement, on a une incidence sur la pollution, mais avant, on a un rôle d'entretien, de biodiversité, d'alimentation de la population, et on le fait passer après. Et c'est un petit peu dommage. Mais je voudrais rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, où on a commencé donc en 2021, notre Cap 2R, et si on le faisait aujourd'hui, il serait déjà un tout petit peu différent, parce que on est en perpétuel changement sociétal, climatique. Aujourd'hui, j'aurais introduit tout ce qui est sécheresse, tout ce qui est réflexion sur la sécheresse, sur la gestion de l'eau, la gestion de l'eau, et c'est sûrement l'étape d'après, avec des changements de méthode de techniques culturelles, avec des changements de culture, avec... je crois, et Johan l'a bien résumé, on va être en perpétuelle évolution par le changement très rapide climatique, mais par le changement économique, par la demande sociétale. Et ça va être très difficile... Enfin, c'est presque impossible de faire un label carbone sur 5 ans. Il faut le prévoir sur 10, 15, 20 ans. Et on va être en perpétuelle adaptation. Ça va être compliqué pour nous aussi de respecter des délais très précis. Ça va être compliqué d'anticiper certains... Il suffit qu'on ait encore 2 années de grosse sécheresse et ça va changer la donne. Va falloir s'adapter, il va falloir que vous adaptiez vos productions, il va falloir que vous adaptiez votre élevage. Et on l'a bien compris, vous adaptez, vous essayez, vous faites la démarche. Mais c'est vrai que sur l'agriculture, le temps est long. Mais comme dans toute entreprise, le temps est long finalement. Mais on ne s'en rend pas compte, parce qu'on est dans une société de l'instantanéité. Mais on a l'impression, vous êtes quand même, en avance. Il y a des choses, il y a des outils qui vous permettent d'avancer et d'aller dans un sens qui est plus celui de la société, que la société veut, quoi. Oui, mais le propre, et je crois que Johan l'a bien résumé, il y aura tous les cas, il y a toutes les agricultures, il y aura toutes les situations, toutes les compétences qui font que, faut pas qu'on se fige sur un modèle très précis de décarbonation. Il faut que chacun puisse s'y retrouver. Il y en a qui iront plus vite que d'autres qui ne pourront pas suivre, y aller vite. C'est ce pas de temps là qu'il faut arriver à respecter, sachant que l'objectif c'est... nous on a la pression par nos entreprises de collecte laitière. Il faut que votre lait il soit décarboné le plus rapidement possible. Oui, l'instantanéité, c'est un peu le souci parfois de notre société, l'instantanéité. On va parler d'accompagnement. Les agriculteurs, dans leur démarche de réduction de carbone, ils sont accompagnés. La région les accompagne, Antoine ? Oui, tout à fait. La région les accompagne de différentes manières. Donc elle a pu financer des diagnostics comme l'a fait mon voisin par le passé. Aujourd'hui, on a saisi une opportunité qui était offerte par la nouvelle politique agricole commune et du coup on a créé à partir d'une page blanche une nouvelle mesure à disposition des agriculteurs, une mesure agro-environnementale et climatique
qui est un engagement sur 5 ans, engagement volontaire de l'agriculteur, qui est de réduire son empreinte carbone de 15%. Et atteignant cet objectif, il a le droit à une rémunération de 18 000 euros avec des fonds régions et des fonds européens. Et puis la volonté de la région, c'est aussi de créer l'environnement favorable pour les agriculteurs de la région à s'engager dans cette démarche de réduction de l'empreinte carbone. Pourquoi ? Déjà, c'est un objectif en soi, parce qu'on voit toutes les problématiques du changement climatique, mais aussi parce que le carbone, ça a été dit, ça peut être une entrée vers la transition et vers l'agroécologie, toutes les pratiques mises en place là qui ont pu être cités, tout ça, ça répond de l'agroécologie. Donc c'est pour ça que la région veut créer cet environnement favorable, et notamment en finançant des structures comme peuvent le représenter donc 2 participants ici, Aclena ou la coopérative carbone de La Rochelle. Effectivement, mais donc cet accompagnement, c'est un risque quand même. Il faut soutenir les agriculteurs. Oui, c'est une prise de risque malgré tout de changer comme ça du tout au tout, j'allais dire. Tout à fait, mais c'est pour ça que ce soit le marché ou la mesure agro-environnementale et climatique, pour nous, ça nous semble aussi être des réponses et des solutions pour les agriculteurs pour franchir le pas vers cette transition du carbone, mais pas que, encore une fois, parce que souvent, il y a bien d'autres aménités derrière le carbone. Oui, parce que bon, c'est un investissement assez conséquent. Vous parliez de petites unités de méthanisation à taille humaine. Vous l'avez un peu cité comme ça. Ça représente beaucoup sur l'exploitation, ces investissements, pour vous ? Oui, c'est des sommes. Alors en plus, depuis 2 ans, la hausse de tous les coûts de matières premières ont impacté fortement de plus de 30% les investissements, mais c'est plusieurs millions d'euros qui sont mis dans le défi de créer une méthanisation et qui sont un challenge important pour l'exploitation, mais qui... Il y a quand même un accompagnement, vous avez des aides, vous bénéficiez d'aides sans doute ? Oui, je crois qu'il y a un accompagnement intéressant de la région. Mais c'est peut-être grâce à cette méthanisation que nous pourrons maintenir l'élevage sur notre exploitation, en le rendant plus résilient et surtout plus autonome en matière protéique, en matière d'achat d'intrants. Et c'est tout un ensemble qu'il faut raisonner globalement. Malheureusement, c'est dommage et ça c'est mon côté syndical, mais c'est dommage d'être obligé de faire une méthanisation pour maintenir un élevage. C'est dommage que l'élevage ne puisse pas faire vivre ses exploitants. Effectivement, vous vouliez réagir, Antoine. Oui, je me permets de rebondir parce que c'est vrai que la région peut aussi accompagner les agriculteurs dans un certain nombre d'investissements. Et là, on parle d'unités de méthanisation et notamment, on peut accompagner les petites unités de méthanisation qu'on appelle de micro-méthanisation, qui sont vraiment à l'échelle de l'exploitation agricole, en évitant certains travers de grosses unités de méthanisation. Et la région accompagne les agriculteurs dans ces investissements-là. Notamment parce que, vu l'échelle de ces unités, la rentabilité économique à court terme est un peu plus difficile à trouver. Pour autant, vu tous les intérêts derrière en termes d'agroécologie, de nuisances par rapport au voisinage, des questions sanitaires également, ça semble important et l'intervention publique a tout son rôle à jouer dans justement l'accompagnement du développement de ces unités de méthanisation à petite échelle. Mais être labellisé, est-ce que ça assure d'atteindre des objectifs finalement ? Est-ce que ça pousse ? Est-ce que ça... Donc Johan Oui, on commence à avoir un peu de retour. Alors je vais citer quelques chiffres nationaux. C'est qu'il y a à peu près 50 000 fermes laitières au niveau national et il y en a à peu près maintenant 30% qui ont réalisé ces diagnostics bas carbone. Et la première analyse que l'on a, c'est que quand il y a les fermes laitières qui ont les empreintes carbone les plus faibles, c'est-à-dire aux alentours de 0,85 kg de CO2 produit par litre de lait
sur l'exploitation, ce sont ceux aussi qui ont la meilleure efficacité économique. Donc ça, c'était quelque chose qui est tout à fait intéressant, et on s'aperçoit que quand on oriente une ferme sur la mise en place de leviers qui permettent de diminuer l'empreinte carbone, on améliore aussi l'efficacité économique. Et c'est vraiment un argument très important. Pierre a pu le constater aussi dans son exploitation. C'est ce qui va permettre de développer l'autonomie de l'exploitation et derrière d'aller chercher aussi une rémunération meilleure pour les agriculteurs. Et le label bas carbone, il permet de garantir la méthode utilisée pour mesurer les gains sur l'exploitation. Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce qu'en fait, on a des méthodes de calcul qui existent, qui sont pas faites de la même manière et du coup qui sont difficilement comparables. Là au moins on a un cadre qui est défini et qui permet de mesurer concrètement ce qui est économisé sur chacune des fermes. Et après, pour ce qui concerne la mesure agro-environnementale et climatique, on est bien sur un objectif de résultat. Donc il s'agit de réduire l'empreinte carbone de la ferme de 15% en 5 ans. Donc là, c'est quelque chose qui est très mesurable, tangible. Mais et ça a été dit tout à l'heure, et je crois que c'est très important, on avait vraiment la volonté dans cette mesure agro-environnementale et climatique de ne pas trop fermer de portes. Et donc on est uniquement sur un objectif de résultat et après libre à chaque agriculteur avec son conseiller de définir quels moyens pour atteindre ce résultat. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est important pour qu'on ait une grande adaptabilité entre des exploitations qui font de la grande culture, qui sont en élevage, entre la région est grande, hein, donc les élevages du nord de la région et ceux du sud ou ceux du Limousin, ça n'a rien à voir. Donc chacun a tout le panel pour atteindre cet objectif. Vous vouliez réagir, Arnaud? Oui, notamment par rapport à votre question sur le fait que est-ce que quand on est engagé, ça veut dire qu'il va y avoir les résultats derrière. C'est aussi vraiment tout l'intérêt du label bas carbone, c'est qu'au-delà de poser le cadre de comment est-ce qu'on vient calculer les gains, il y a aussi derrière tout un cadre sur comment est-ce qu'on va venir les vérifier. Et notamment dans le label bas carbone, on a dans chacune des méthodes qui sont existantes des audits qui sont prévus. Et donc au terme du projet, on a un auditeur indépendant qui va venir vérifier que les leviers qui avaient été définis en début de projet ont bien été mis en place. Et c'est ça la garantie qui est très intéressante également pour les financeurs, c'est de se dire, oui, ok, on a des exploitants qui se sont engagés, mais derrière, on va venir vérifier que les leviers qui avaient été définis ensemble ont bien été mis en place et que donc eh bien, les gains carbone estimés au démarrage ont bien été réalisés. Et ça, c'est quelque chose qui est très important aussi pour le consommateur final qui parfois peut être prêt à payer plus, mais à condition d'avoir des garanties réelles derrière. C'est un peu comme quelqu'un qui achète des produits labellisés en agriculture biologique, par exemple. Et bien derrière, il y a un cahier des charges qui est défini et avec un organisme certificateur indépendant qui passe tous les ans sur l'exploitation. Et bien là, c'est exactement le même principe, de garantir la traçabilité et la transparence des actions mises en œuvre et des résultats mesurés. Donc une démarche économique, environnementale, mais existe-t-il d'autres dispositifs, d'autres dispositifs sur ce bas carbone, ou autre que le bas carbone? D'autres dispositifs, il en existe plein. Mais pour baisser, j'allais dire. Par rapport à l'empreinte carbone. Voilà, Voilà, je crois qu'on a balayé les principaux existants. Juste peut-être à noter que la mesure agro-environnementale et climatique, elle est vraiment nouvelle. Elle a été ouverte là en février sur la région Nouvelle-Aquitaine pour un premier appel à projet qui se clôture en septembre. Donc là, pour le moment, on a une quarantaine de projets qui nous ont été déposés. Donc c'est plutôt un début encourageant. Après, voilà, forcément, on fera le bilan à la fin de cette première année parce qu'encore une fois, on est parti d'une page blanche. Donc peut-être qu'il y aura des réajustements à faire. Et donc tout ça, on fera le bilan plutôt cet automne. On a en termes de financement aussi potentiellement tout ce qui va être prime filière et organisation au sein d'une filière qui vise à décarboner finalement l'ensemble des acteurs de cette filière-là. Et donc il y a des programmes qui existent aussi en ce sens pour aider toute la chaîne de valeur à décarboner et incluant évidemment les producteurs à la base. Donc effectivement, il y a plein de façons de se lancer dans la transition. Nous, à la coopérative Carbone, on est plutôt sur la partie crédit carbone volontaire, mais on encourage évidemment toute
personnes à se lancer, et quel que soit le mode de financement qui les avantage le mieux au final. Et après, il faut savoir que tout ça est encore loin d'être mature, que ce soit le marché, mais aussi les méthodes labellisées. Donc tout à l'heure, ça a été dit par Johan, aujourd'hui, tous les types d'élevage ne sont pas concernés par des méthodes labellisées. Donc ça, c'est quelque chose qu'on appelle vraiment... qu'on espère qu'il va pouvoir voir le jour rapidement pour toutes les filières, pour justement n'exclure aucun agriculteur, aucune filière de ces démarches-là qui sont vertueuses et où on espère que tout le monde pourra s'engager demain. Johan, vous vouliez réagir? Je confirme que l'environnement est en train de se structurer pour apporter des services bas carbone au niveau de l'agriculture. On peut prendre l'exemple, Pierre est collecté par la coopérative Sodial. La coopérative Sodial s'est engagée dans une démarche de responsabilité sociétale d'entreprise avec des objectifs de décarbonation de son modèle de production. Et derrière, ils accompagnent financièrement leurs sociétaires, les agriculteurs qui produisent le lait pour Sodial, en disant on va vous financer vos diagnostics bas carbone. Donc ça, c'est déjà une première source. La deuxième source, si on prend l'exemple de Pierre, il a réalisé son diagnostic et il s'est engagé à baisser de 1260 tonnes sur 5 ans, tonnes équivalent CO2. Et il va être, s'il réussit cet objectif, à la fin, il va y avoir un diagnostic final qui va être réalisé, qui va dire, par exemple, l'objectif a été atteint. Les 1200 tonnes ont bien été baissées. Et derrière, l'objectif avec Coopérative Carbone, c'est de vendre ces économies de gaz à effet de serre. Et si elles sont vendues un plancher de 32 €, c'est le contrat qu'on a à l'heure actuelle, 32 € de la tonne de carbone. Derrière, ça peut faire générer un produit pour Pierre qui sera entre 30 et 35 000 €. Et ces 30 à 35 000 € sur une période de 5 ans, c'est bien pour accompagner Pierre et son fils dans la modification de ses pratiques au quotidien pour baisser son empreinte carbone. Donc c'est d'où le côté économique, le penchant économique, mais 35 000 €, ça peut paraître un peu, j'allais dire un peu dérisoire au final, parce que par rapport aux investissements. C'est pas une somme importante par rapport à l'engagement, mais ce qu'il faut voir, c'est les retombées économiques globales sur l'exploitation, avec les économies d'intrants, avec une autre approche de l'exploitation. On va surtout pas dire que c'est rien 30 000 €, mais c'est pas l'élément déclencheur. C'est ce que je voulais vous faire dire un peu. C'est un plus, mais c'est tout le raisonnement économique de l'exploitation qu'il faut qu'on ait derrière. Et moi, je dirais que c'est plus un tremplin. Quand on récupérera ce financement, c'est plus un tremplin pour passer à la deuxième étape dans la réduction du travail des sols, dans des choses comme ça, où il va falloir investir dans des matériels différents de ce qu'on a aujourd'hui et qui coûtent aujourd'hui, un semoir semi-direct, c'est 80 000 €. Un tracteur équipé de pneus très basse pression, pour pas compacter, il faut 20 000 € de plus. Tout a un prix, et si on n'a pas ce schéma global là d'aide et d'économie, on n'y arrivera pas. Enfin, on va mettre beaucoup plus de temps. Un tremplin pour aller plus loin et toujours aller dans cette démarche, j'allais dire, écologique, respectueuse de l'environnement un peu plus finalement. Mais je sais pas si on peut dire si c'est une démarche écologiste, parce que nous on vit dans la nature, on est directement impacté par le changement climatique, et on n'est pas des écolos. on est juste on est là de passage, on essaye à faire vivre nos exploitations, à les adapter en permanence. Je suis pas né au Larzac, moi, mais je respecte la nature, j'essaye à la maintenir. Je suis content quand je vois des petits oiseaux, quand je vois des oiseaux migrateurs, quand je vois de la vie sur mon exploitation. Et j'ai pas, je suis pas politiquement écolo, mais je pense que je le suis beaucoup plus que d'autres qui causent beaucoup, et moi j'agis.
Voilà, vous agissez et j'allais dire, est-ce que vous incitez également peut-être vos voisins, d'autres exploitants agricoles, d'autres producteurs laitiers, est-ce que vous les incitez? On a vu que vous, l'incitation vient plus de votre coopérative, mais peut-être aussi le bouche à oreille se passe de professionnel à professionnel directement. On a essayé et au moins de faire passer l'information au niveau de nos structures professionnelles, de s'engager. Et il y a un certain nombre d'éleveurs qui s'engagent. La difficulté, c'est l'âge moyen des éleveurs en moyenne, qui est plus au-dessus de 55 ans. Donc, on pense plus à passer la main qu'à se lancer dans ce genre de démarche. Et la difficulté économique aussi. Mais vous êtes pourtant lancé. Après, je sais que vous travaillez avec votre fils, donc sans tout doute qu'il y a un peu de transmission. Mais voilà, vous êtes quand même lancé, ça ne vous a pas buté, l'âge, entre guillemets. Oui, mais parce que j'avais mon fils. Tout seul, je ne suis pas sûr. Que vous auriez franchi le pas. Je suis à la retraite, hein. À la fin de l'année. Mais jamais. Mais jamais. Mais à la fin de l'année. Mais et peut-être je conclurai là-dessus. C'est les jeunes qui sont notre avenir. Et aujourd'hui, on n'en a plus assez. Alors, notamment en élevage laitier. Mais on n'a plus assez de jeunes et c'est eux qui sont porteurs. Et les nouveaux qui arrivent, les quelques nouveaux, ils sont très sensibilisés sur toutes ces méthodes carbone, environnement, mais il n'y en a pas assez. Et on va avoir de la peine à faire rentrer la tranche d'âge sans succession et en fin de carrière. Un petit propos de conclusion sur le carbone. On va bientôt toucher à la fin de l'émission. Le carbone, là on l'a vu, c'est un marché qui est tout neuf quand même, malgré tout. Antoine, peut-être quelques mots là-dessus. Un marché tout neuf qui a l'avenir encore à écrire, mais on voit qu'il y a des initiatives avec justement Pierre, avec tous les organismes qui sont dans cette filière carbone. Effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas mature et c'est pour ça que la région Nouvelle-Aquitaine s'investit dedans et met des fonds publics dedans pour développer toutes ces démarches-là. Et encore une fois, le carbone, c'est la porte d'entrée vers plein d'autres aménités positives. On a parlé de biodiversité, on a parlé d'eau, qualité des sols avec toute la vie microbienne des sols, évidemment le stockage de carbone dans les sols qui va avec. Et tout ça, ça contribue à ce grand mot qu'est l'agroécologie et qu'on a parfois un peu du mal à définir précisément, mais n'empêche que derrière l'agroécologie, c'est aussi améliorer la résilience des exploitations pour qu'elles soient plus pérennes, pour qu'elles soient plus transmissibles, pour que ça donne aussi plus envie aux jeunes, parce que quand on a des investissements tels qu'ils ont été présentés, si derrière on n'a pas de retour sur investissement, forcément ça décourage. Donc voilà, l'idée est bien d'enclencher un espèce de cercle vertueux avec le carbone comme entrée. C'est aussi une finalité en soi, mais qui en ouvre plein d'autres derrière. Allez-y Arnaud, réagissez à ces propos. Peut-être juste pour donner une perspective de l'autre bout du spectre, c'est-à-dire du côté financeur, quelles sont les perspectives dans les années qui viennent. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une réglementation européenne qui va devenir de plus en plus contraignante en termes de reporting extra-financier pour les entreprises, d'une certaine taille au moins. Et donc, ces entreprises vont être obligées, finalement, de faire des rapports sur la gestion du risque, notamment lié au changement climatique. Et dans ce cadre-là, finalement, tous ces financements de projets bas carbone ont vraiment leur place. C'est-à-dire que ces entreprises vont pouvoir montrer dans leur bilan extra-financier quels projets ils soutiennent. Et ça, ils vont être obligés de plus en plus de le faire par leur reporting extra-financier, imposé notamment au niveau de l'Union européenne, dans les années qui viennent. Donc nous, on pense qu'il y a vraiment un marché qui va pouvoir se développer, au moins au niveau des grandes entreprises, et que donc ça peut tirer vers le haut, finalement, et permettre des moyens de financement supplémentaires pour toutes ces exploitations agricoles qui souhaitent se lancer sur le territoire national aujourd'hui. Et puis le carbone est aussi peut-être le premier exemple concret de ce qu'on appelle les paiements pour services environnementaux, c'est-à-dire rémunérer tous les services rendus par l'agriculture vertueuse qui répond au principe de l'agroécologie. Et donc derrière, c'est que la société rémunère tous ces bénéfices, ces co-bénéfices,
aux agriculteurs qui les mettent en place. C'est tout un modèle en fait qui est en train de se mettre en place, visiblement, et c'est une source de revenus finalement pour les agriculteurs en plus qui n'est pas à négliger. Après, tout à l'heure, c'est vrai qu'on parlait de revenus de 30 000 euros. Bon, dans le chiffre d'affaires d'une exploitation annuelle, c'est peut-être pas tellement conséquent. N'empêche que ça contribue à l'établissement d'un revenu pour l'agriculteur. Et c'est quelque chose qui peut vraiment permettre à certains de franchir le pas. Parce que, encore une fois, vous le disiez tout à l'heure, on entend beaucoup parler de l'agriculteur pollueur, mais il y a aussi l'agriculteur source de solutions. Et du coup, pour qu'il enclenche la démarche, c'est important qu'il ait déjà cette rémunération qui lui permet d'avoir un retour sur investissement et de déclencher des investissements, mais aussi d'avoir une certaine reconnaissance de la part de la société au travers de cette rémunération-là. Vous vouliez rajouter quelque chose, Arnaud? Oui, peut-être aussi sur ce montant de rémunération. Finalement, aujourd'hui, on est un petit peu au balbutiement et en lancement de ce marché. Le prix du carbone n'est pas forcément extrêmement élevé. Nous, notre souhait, effectivement, c'est que la société en général, et les entreprises en particulier, puissent valoriser la tonne de carbone à un prix beaucoup plus élevé qu'elle est aujourd'hui. Et que donc, pour une exploitation qui s'engage, peut-être, et on l'espère de tous nos voeux, que d'ici 3, 4, 5 ans, on sera plus sur des montants de 30 000 euros, mais des montants 3 fois plus importants parce que le prix du carbone aura triplé d'ici là, ce que vraiment on espère. Donc là, on est vraiment au lancement du marché. Il faut accompagner tout le monde pour justement faire monter ce prix du carbone et rémunérer à leur juste prix les personnes et les exploitations qui s'engagent dans la transition. Très bien. Bon, on arrive au terme de ce débat sur le carbone, une nouvelle source de revenus pour les agriculteurs. Merci à vous d'avoir participé à ce débat. Merci. Au témoignage de Pierre. Merci Johan, merci Antoine, merci Arnaud. Et puis pour retrouver ce débat, il y a une adresse agriweb.tv et nous on se dit à bientôt sur le Salon de l'agriculture de Nouvelle-Aquitaine, ici à Bordeaux.